Ça fait 25 ans aujourd'hui que Maurice Richard est décédé. C'est vrai. Avez-vous vu ça dans votre journal? Certes. Et vous avez vu qu'il y a quelques jours, le ministère de la Culture a désigné Maurice Richard comme un personnage historique C'était du dimanche, Québec. ouais, au Centre Bell. D'accord. J'ai dit il y a quelques jours. Oui. Est-ce que ça le rend plus historique que ce qu'il était auparavant? Ben moi, moi, j'ai eu une réaction dans ce genre-là. Ben, moi, c'était plus comme, comment ça? C'était pas déjà un personnage historique? Bon, je pense qu'on se recoupe. Mais je suis allé voir la liste, puis c'est ça, c'est un truc un peu... Il y a beaucoup d'anciens politiciens, beaucoup de gens que je connais pas. Vous direz, ça n'a pas de valeur. Mais il y a très peu. Il y a Louis Cyr, C'est la un des seuls. Jean Lesage, tu sais, chez les entertainers. Ouais. Jean Lesage chez les entertainers, mais c'est aussi un homme politique, hein, d'abord et avant tout. Oui. Je mélange avec... Tu mélanges l'ancien premier ministre. Peut-être que tu le trouvais entertainant. Parce que je l'ai mélangé en Jean disant... Lesage, c'est le Je mélange avec Jean, le théâtre. Jean Gascon? Non. Duceppe. Jean Duceppe, Jean merci. Duceppe. Mais je pense que Jean Duceppe n'est pas là. J'ai confondu à la clé. Ça, c'est la meilleure... Quand tu veux te tromper, là, c'est la meilleure façon. Mais oui. Confondre à la source. C'est que... Alors, mais Jean Duceppe n'est même pas là. Non? Non. Je vérifie, non. Non, ça vous a pas un peu... vous n'avez pas trouvé ça... Ben, je trouve que, je sais pas, moi, j'avais déjà fait des trucs sur Maurice Richard à d'autres émissions de radio de la première chaîne, comme on l'appelait à l'époque. Et il y a beaucoup d'historiens qui contestent un peu le... Mais beaucoup! Ben, en tout cas, il y a des historiens qui contestent un peu le fait cette idée qu'on accorde une portée un peu démesurée à Maurice Richard au niveau de l'émancipation québécoise. Ouais, au niveau de l'étincelle. L'étincelle de la Révolution tranquille, tout ça, on associe souvent ça à l'émeute, le réveil du peuple québécois. Puis bon, évidemment, quand tu es en train de vivre l'histoire, tu n'es pas conscient que c'est ça qui arrive. Là. Mais donc, alors, ça a certainement une portée. Puis oui, je suis convaincu qu'il y a eu une grande importance pour le peuple francophone de l'époque, qui était encore un peu opprimé et tout. Mais c'est ça, il y en a aussi qui... il y a de la romance. Il y a un peu de romance là-dedans. Il y a de la romance, il y a un peu de folklore, mais la chronologie, il y a un peu de légende. La chronologie, aussi. Elle, est quand même... c'est peut-être ça, c'est peut-être cette coïncidence-là, en fait, qui l'a propulsé au rang d'étincelle de la Révolution tranquille, là. Il y a certainement un lien, un petit lien, mais de là à dire que Maurice Richard a été cette bougie d'allumage-là, il y a beaucoup d'historiens qui contestent cette version-là, que c'est un petit peu du révisionnisme, disent-ils. Oui, c'est eux qui disent... moi, je me prononce pas. Je me Martin, assez tu allais ajouter quelque chose? Rien. Non, j'allais dire, est-ce qu'on peut pas contester? Je disais que je trouvais ça... J'ai déjà interviewé, au début de ma carrière, moi, M. Richard, il était souvent dans des événements publics, puis tout ça, puis je trouve ça cool qu'on parle de lui aujourd'hui en tant que personnage historique. Je me dirais... Tu l'as côtoyé? Je l'ai moi aussi. dans des J'ai peut-être déjà raconté ici. Toi, tu me l'as déjà raconté, mais peut-être pas ici. Mais toi, l'as-tu déjà... non? Jamais. Jamais, M. Richard. Moi, j'étais là si je l'ai raconté, je m'excuse, j'étais là au dévoilement de sa statue au pied de l'aréna qui porte son nom. J'avais gagné... à l'école secondaire, ou enfin, entre les deux, j'avais gagné un concours de journalisme. Je me destinais pas du tout vers le journalisme sportif. Puis, j'étais là avec Frédéric Laure, qui décrit c'est là que j'ai connu Fred, qui décrit les matchs du CF Montréal. Puis, on courait les... Tu sais, c'était à la belle époque où il y avait toujours un lunch aux conférences de presse. C'était couru par les journalistes sportifs à l'époque. Époque révolue. Fait que c'est surtout ça qu'on a fait pendant 2 semaines, mais on était là, donc, au dévoilement. Puis c'était son anniversaire, justement, puis je me rappelle, je lui avais serré la main. J'avais dit « Joyeux anniversaire, M. Richard », puis il m'avait regardé. Il t'avait donné les yeux du rocket. Comment ça, tu sais que c'est ma fête? C'était marqué dans le journal. Mais voilà. Est-ce qu'il t'a donné le regard de Maurice ou le regard du rock? Je veux pas avoir le regard de Maurice ce soir. J'ai joué 1 ou 2 matchs de balle. Des matchs promotionnels. Là, je me souviens, je jouais au premier but, puis M. Richard arbitrait. Il arbitrait au premier but. Je faisais avec M. Richard. Il essayait-tu de te déconcentrer. Il était très impliqué dans la communauté. Tu sais, c'est difficile dans le contexte d'aujourd'hui d'imaginer ça, mais je me souviens quand je jouais au baseball junior, élite, puis qu'on allait jouer à Antique, souvent M. Richard était là, il venait, puis il venait regarder des matchs de balle. Puis
Mais c'est ça. Pendant sa carrière, il arbitrait genre la finale le championnat de Montréal. Il venait arbitrer des matchs. Mais alors, pendant qu'il était joueur actif, c'était quelqu'un de très, très branché. C'était un gars du peuple. Ben, c'est un gars du peuple qui, les salaires n'étaient pas les mêmes. Il vivait pas dans une, j'oserais dire, tour d'ivoire un peu. C'est un petit gars d'Annecyc, famille nombreuse. Ça, c'est sûr que c'est ça. Comme tu dis, c'est difficile à concevoir aujourd'hui, mais c'est plus du tout la même réalité. Ouais. Mais les gens sont très, très attachés, parce que je me rappelle que pendant la pandémie, là, c'est le 25e. Donc, pendant la pandémie, mai 2020, c'était le 20e. Puis j'avais fait un papier, on essayait de trouver un angle différent. Puis j'avais fait un papier sur Maurice Richard et le Canadien ont-ils profité de la Deuxième Guerre mondiale? Puis j'expliquais, en tout cas, c'est très intéressant. Si vous voulez ça sonne comme du révisionnisme, ça aussi. Mais non, mais justement, je me plongeais un peu dans les journaux de l'époque, puis j'essayais de voir. En tout cas, il y a plein d'affaires là-dedans. Ouais. Puis en gros, je disais que c'est pas simple comme ça, parce que Maurice aurait voulu aller s'enrôler et tout. Ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons, là, mais vous irez lire le papier. Mais dans la section des commentaires de ce papier-là, je me faisais surtout ramasser par des gens qui disaient... Arrêtez de déboulonner une statue, une légende et tout. Alors ils ont raison. L'as-tu lu le texte? Non. Bon, tu fais exactement comme ceux qui critiquent sans avoir rien lu. C'est beaucoup plus nuancé, comme tout dans la vie. Donc, vous allez lire, vous le lisez au complet, du début à la fin. Mais les gens ne lisent pas au complet. Ils lisent pas au complet. Ceux qui écrivent ce genre de commentaires-là. Exactement. Des fois, tu vois des commentaires, tu dis, OK, toi, tu n'as pas lu. Là. C'est sûr que tu t'es pas rendu le titre. Non, mais le titre m'a fait réagir et il n'en fallait pas plus. Exactement. Il y avait beaucoup de commentaires négatifs aussi suite au texte qui annonçait que M. Richard devenait personnage historique. Beaucoup disaient que c'était de la récupération politique, puis que Maurice Richard avait jamais voulu faire de politique, puis que c'était un personnage... Ce qui est sûr et certain, c'est que ça a été un des premiers francophones à connaître un grand succès dans un monde qui était dominé par les anglophones. C'est un symbole de réussite francophone. Un des plus... je ne sais pas si c'est un des premiers, mais c'est un des plus éloquents. Ça, c'est la suite... de la reconnaissance par le gouvernement du hockey comme sport national du Québec. Là. Ils ont passé un projet de loi établissant ça et ça provoque ce genre de... C'est ça, de commentaires, de reconnaissance là, et tout ça, et d'honneur pour des anciens hockeyeurs. J'imagine, j'espère que le statut de sport national va donner plus de résultats que ça après le rapport qu'on a commandé sur l'avenir du hockey. On n'a pas plus d'infrastructures, on n'a pas plus de moyens, mais on a des personnages historiques, par exemple. Puis c'est notre sport national. Ça coûte il paraît qu'il va y avoir une rue au nom de Turner Stevenson bientôt aussi. Oui. Ça va être une boucle. Pourquoi? Tu ne veux pas t'en expliquer? Hein? Turner, va jusqu'au bout. OK. On a les groupes pour les jeux. Le ballet attendra et le Rocket poursuit son chemin. C'est tellement hockey, épisode 410. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Hello. Je m'appelle Alexandre Coupal. On a les groupes. Et pour poche, non. Pour pas cher. Il a marché, le gars. Il a marché à fond, le gars. On a les groupes. Écoutez, on les regardera, là. Évidemment, c'est un peu... c'est un genre de coup d'envoi non officiel aussi, là, en route vers les Jeux de Milan-Cortina, fin février 2026. Et on a les groupes, mais Martin, c'est toi qui nous apprenais via le site de Radio-Canada que... Je vais la dire sans surprise, la Russie ne sera pas... Écoute, la situation géopolitique mondiale n'a pas changé exactement, depuis les Jeux ça. de Paris. Mais il y a quand même, à l'interne, il y a quand même des pressions aussi. Je ne parle pas auprès de la Fédération internationale, mais au sein du CIO, il y a quand même des pressions pour qu'il
qui se faisait pour que les Russes soient réadmis. Et finalement, on le voit que même, je pense que la situation a encore dégénéré en Ukraine. En ce moment, là, ça va pas bien. Ça va très, très mal. Alors, le CIO a décidé de maintenir la décision qui avait été annoncée en 2023, avant les Jeux de Paris. Certains athlètes russes et bélarusses vont pouvoir participer aux Jeux, mais à titre individuel, à titre d'athlète individuel neutre. Donc, ne pas avoir soutenu publiquement, ne pas avoir soutenu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ne pas être attaché de quelque façon que ce soit à l'armée russe, ce qui est assez difficile quand tu es dans le monde, tu es un athlète de pointe en Russie. Il y a beaucoup de clubs sportifs qui sont liés à l'armée. Alors, c'est ça. Et donc, logiquement, tu ne peux pas être un athlète individuel neutre si tu pratiques un sport d'équipe parce que tu n'es pas individuel. Alors, es-tu certain de ça? Alors, il n'y avait pas d'équipe russe aux Jeux de Paris. Et dans la même veine, il n'y aura pas d'équipe russe aux Jeux de Milan-Cortina. Et donc, la Russie va être remplacée par la France. C'est très bien. Oui. Allez, les Bleus! Ils sont dans le groupe du Canada, d'ailleurs. Qui sont dans le groupe du Canada. À choisir. Les groupes sont donc maintenant définitifs. Ce sera dans le groupe A, le Canada avec la Suisse, la Tchéquie et la France. Dans le groupe B, la Finlande, la Suède, la Slovaquie et l'Italie. Ça va être assez... ça s'est relevé. Ça va être relevé, ce groupe-là. C'est le groupe de la mort. Et le groupe C, États-Unis, Allemagne, Lettonie, Danemark. Ça, c'est plus accessible. Exactement. Et probablement que cette décision-là, ça ne fait pas l'affaire de la Ligue nationale. La Ligue nationale fait du lobbying depuis un bon bout de temps pour que la Russie réintègre le giron du hockey international. La Ligue nationale va organiser une Coupe du Monde en 2018. 2028. En 2028, pardon. J'ai eu un petit recul de 10 ans. C'est presque ça. En 2000, merci pour la correction, Alex. Excuse-moi, pas de problème. Non, je t'ai interrompu. J'apprécie. Okay. Donc, en 2028, donc, il y aura une Coupe du Monde organisée par la Ligue nationale en Europe. Et on s'entend, la Ligue nationale veut faire ça pour mettre de l'avant ses vedettes, faire jouer ses employés. Et donc, si la Russie n'est pas réintégrée par le CIO, par les mouvements, les grands mouvements sportifs, les autres pays ne voudront pas jouer contre la Russie dans le cadre de la Coupe du Monde organisée par la Ligue nationale de hockey. Donc, ça fait sans doute pas leur affaire. J'ai entendu à travers les branches quand même que les Américains faisaient partie de ceux qui faisaient pression pour que les Russes soient réadmis. Je ne sais pas si c'est en raison du lobbying fait par les propriétaires de la Ligue nationale ou parce que M. Trump aime beaucoup... semble aimer beaucoup la Russie et les Russes. Un peu moins ces temps-ci. Oui. C'est vrai, on avait dit qu'on ne parlait pas de ça. Mais là, on parle de hockey. Non, on parle de hockey. Je pense que la politique étrangère américaine a changé bout pour bout. Hein? Ça, c'est mon analyse, ma fine analyse politique. Lisez-moi sur le site de Radio-Canada. Non, mais c'est ça que c'est, là. Puis, c'est en adéquation avec ce que tu dis là. Oui. Alors, ce sera à voir, mais donc, pas de Russes à Milan. Il y avait des équipes composées de joueurs russes à Pyeongchang et à Pékin. Oui, c'était les athlètes olympiques de Russie. Exactement. Et puis, leur drapeau n'était pas admis en raison du scandale de dopage. L'hymne national. C'était pour une autre raison. Oui. C'était pour une autre raison. Il y avait des Oui, c'était pas ça. C'était pour le scandale de dopage de 2014. Regardez. Parce que Vladimir Poutine a attendu quelques jours après la fin de la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin pour envahir l'Ukraine. Et il était allé faire un tour, si ma mémoire m'est fidèle, en Chine, où il était à la cérémonie d'ouverture. Oui. Il est allé voir son ami Xi Jinping. Et puis, quelques jours après la fin des Jeux, il avait opéré exactement de la même façon. Après Sochi. Après les Jeux de Sochi, où ils avaient envahi la Crimée, puis ils l'avaient annexé de force. On s'en souvient très bien. Puis, je ne veux pas verser là-dedans, mais ils peuvent bien, les Américains, les propriétaires de la Ligue nationale peuvent bien souhaiter ce qu'ils veulent, là, mais c'est comme évident le temps que le conflit ne sera pas derrière. Et malheureusement... on ne s'étendra pas là-dessus, mais ça va laisser des séquelles, puis ce sera tout sauf équitable et juste, de la façon dont ça se profile. Mais l'un dans l'autre, tant que ça, ce ne sera pas derrière, et je ne dis pas réglé, je dis derrière, il n'y aura pas de Russes, puis c'est une équipe russe, puis je ne vois pas c'est quoi le problème avec ça. Là.
Oui, ben, moi, je ne serais pas aussi catégorique que ça parce que le CIO, des fois, trouve des façons pour réadmettre on va dire, des contrevenants, des délinquants, appelez-les comme vous voulez. Le CIO se dit apolitique. C'est supposé être... ça nous concerne pas. La fraternité humaine, puis nous, on ne fait pas de la politique, puis on... Oui, mais il y a une charte olympique, puis ça vient en contradiction avec la charte. Ils se sont servis de la charte olympique pour suspendre le comité olympique de Russie parce que la Russie a envahi la Crimée et d'autres régions de l'Ukraine et ils ont annexé des fédérations régionales ou des clubs sportifs régionaux et ils ont dit « Ah, ça contrevient à la charte olympique. » Ils cherchaient un prétexte, on s'entend. Exactement. Ouais. Parce que si on suspendait les pays qui déclarent la guerre, par exemple, il aurait fallu suspendre les Américains quand ils ont envahi l'Irak ou des choses comme ça. Alors, puis il y en a plein d'autres à travers le monde. Oui. Mais je ne serais pas aussi péremptoire parce que j'ai l'impression qu'avec le comité international olympique, moi, je comprends ce que on ne sait jamais. Ben, moi, j'ai juste dit qu'il n'y a rien... Moi, je ne vois pas c'est quoi le problème. Non. Mais je comprends qu'au niveau technicalité... C'est pas ce genre d'affaires-là qui les empêche habituellement. Non, effectivement. Donc... Canada-Suisse. Parce que le scandale de dopage, on dirait qu'ils cherchaient toutes sortes de façons de les ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Puis oui, il n'y avait pas d'hymne national officiel ou de drapeau russe, mais dans les gradins, les russophones, eux, affichaient leur couleur fièrement, chantaient l'hymne national. Ils étaient très visibles, très présents. C'était comme si la Russie était... Ben oui, puis si vous demandez qui a gagné la médaille d'or olympique du tournoi masculin de 2018, la réponse, c'est les Russes. C'est pas ils n'ont pas un podium l'AOR à Pékin, il me semble qu'ils ont terminé médaille d'argent. Il me semble qu'ils ont été battus par les Finlandais en finale, de mémoire. Ouais. Donc, pour une équipe là, qui n'était pas supposée d'être là, c'est un bon palmarès. C'est pas si mal. C'est bon. Pour un pays qui n'est pas là, c'est ça. C'est pas si mal. C'est bon. C'est quand même bon. OK, Canada, Suisse, Tchéquie, France. Qui va terminer premier? Ben là, les Suisses, sûrement. Finalistes du championnat du monde. Et la Tchéquie a éliminé le Canada lors des 2 derniers championnats mondiaux. Et ils sont aussi champions du monde 2024, les Tchèques. OK, donc c'est peut-être ce groupe-là, le groupe de la mort. Si jamais Christo revient devant le filet de la France, il n'y aura rien de simple. Hein? D'accord. Donc, c'est ça. Non, mais vous le saurez d'avance. Là. C'est le groupe dans lequel le Canada va évoluer. Connais-tu le format par cœur? C'est quoi? Est-ce que c'est les 2 premiers qui... M'en pose une bonne là. Non, mais regarde. Oui, je le connais. Je t'ai pas demandé c'était quoi le format. Je t'ai demandé si tu le connaissais. C'est, de mémoire, les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes. Exact. Il en reste 8. Sur 12. Qui passent encore de finale, forcément. Voilà. OK. Bon. Les 2 derniers jouent un match de relégation. Les derniers, ceux qui sont pas dans les quarts de finale, je sais pas. Je suis pas certain qu'aux Jeux Olympiques. Peut-être pas. Je pense pas. Peut-être pas. Je pense que quand tu étais éliminé, tu étais éliminé. Voilà. C'était le format olympique approximatif en toute première. Non, mais c'est pas approximatif. C'est les 2 premiers de chaque groupe plus les 2 meilleurs troisièmes. En toute première, plusieurs mois à l'avance. Oui, c'est ça, parce que là, je sais pas. Ça s'en vient, là. C'est dans 9 mois. OK. 5 équipes du Canada, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, vont se battre pour le Saint Graal du hockey. En provenance de la nouvelle maison de Radio-Canada à Montréal, c'est tellement hockey, des séries de détails. C'est le passé rencontre le présent. C'est vraiment génial. Parce qu'on est dans la nouvelle maison. Je pense que c'est le jingle que préfère Martin depuis qu'on fait tellement. Depuis qu'on fait des jingles. Depuis il y en a eu. Le début des jingles. Depuis tellement de jingles. Bon. Ballet, on commence avec le ballet. Pas de ballet. Le pas de ballet, c'est ça. Rangeons le ballet. Donc, hier, les Panthers avaient l'opportunité de balayer les Hurricanes de la Caroline. C'était le match qui était à l'horaire, ça, lundi soir. Et les Hurricanes ont montré un soubresaut de vie. Ils ont gagné leur premier match à cette étape-ci. C'est pas de leur histoire, parce qu'évidemment, ils se sont déjà rendus en finale. Ils ont déjà même gagné la Coupe cette année, mais... Depuis 2009. Depuis 2009, Depuis merci. 2006. Oui. 2009, il s'était fait balayer en 4. Oui. C'est ça, mais avec Mais la séquence de défaites consécutives avait commencé en 2009. Exact. Voilà. Leur dernière victoire en finale d'association, c'était le 7e match
de la finale d'association 2006. Exact. C'est Rod Brindamour qui avait marqué le but. Et qui donnait accès à la finale qu'ils ont remporté. À la Coupe Stanley. Et Martin, tu as écrit dans tes notes que les Panthers, c'est plus les Panthers qui ont perdu que les Hurricanes qui ont gagné? Moi, j'ai trouvé que les Panthers manquaient de mordant hier. Puis, tu sais, il y a... Au hockey, c'est reconnu que quand tu as un match, quand il y a un écart important dans un match, à un moment donné, l'équipe qui a l'avance lève le pied un peu. Là, je ne joue pas de la même façon. L'effet du pointage, et j'imagine que cet effet-là existe probablement aussi dans une série quand tu mènes 3-0. Les Panthers, hier, en étaient à leur 11e match en 22 jours. Et là. Avec l'intensité des séries éliminatoires, là, c'est ça. C'est quand même une charge. Les Hurricanes jouaient leur 11e match en 30 jours. C'est pas la même chose. Fait que je pense que ça, c'est un facteur. Il y a aussi, je pense que si cette série-là doit se prolonger, le fait que les Panthers aient perdu Sam Reinhart, aient perdu Nico Mikola, 2 joueurs importants, ça va peut-être se faire sentir aussi. Sur quelques matchs, perdre ton meilleur marqueur, tu peux compenser. Ça paraît pas trop, mais quand l'échantillon de match s'agrandit, ça peut devenir remarquable. Et je regardais les chances de marquer 12-3 hier en faveur des Hurricanes. Qui ont joué, ils ont très bien joué, les Hurricanes. Ouais. Je trouvais que les Panthers n'avaient pas le même mordant non plus. Le trio de Tkachuk, Bennett, Verhaeghe, 33% de possession de rondelles hier, de taux de possession de rondelles, c'est très bas. Brad Marchand, Barkov et Rodriguez, 28,5% de possession de rondelles. Le trio de Sébastien Aho, Jarvis et Svechnikov, 92% de taux de possession de rondelles. Ça, c'est bon. Ça. Ouais, c'est quand même pas mauvais. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était pas les mêmes Panthers. Par contre, je trouvais que les Hurricanes jouaient avec le même aplomb qu'il y avait dans le premier match. Dans le premier match, les Hurricanes avaient dominé. Ils avaient eu 15-5 au niveau des chances de marquer de qualité. Avaient été nettement en avance en possession de rondelles et tout ça. Mais Bobrovski avait été très bon. Hier, c'était un match de 1-0. Là. C'est un but marqué à 5-5. Soit dit en passant, seulement le 2e but marqué à 5-5 dans cette série-là par les Hurricanes. Oh. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est la 9e meilleure attaque de la Ligue nationale. Là. Ils ont 2 buts à 5-5 en 4 matchs. Alors, c'est ça. Les combinaisons des deux, probablement les Hurricanes qui luttaient pour leur survie avec beaucoup plus d'énergie et les Panthers qui n'étaient pas les mêmes. C'est sûr que c'est pas la même approche. Ça va de soi. Puis moi, j'en parlais la semaine passée. Je suis très impressionné. J'étais très impressionné du niveau d'énergie des Panthers dans le contexte. Et ça, c'était sans savoir que c'était un match aux 2 jours depuis 2 semaines. Alors que c'est presque Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Alors que c'est presque un match aux 3 jours pour les Hurricanes. Oui. 11h30, c'est ça? C'est ça. C'est immense là, comme différence. Oui. Ben oui. Mais... Et il n'y a aucune séquence, il n'y a aucune journée de congé. Là. Cette série-là, ce sont des matchs à tous les 2 jours jusqu'à la fin. Ouais. C'est quand même un rythme. Pour la finale de l'Ouest aussi. Ben oui, en même temps, on dit jouer avec l'énergie du désespoir, ça n'a pas empêché les Hurricanes de se faire balayer les 3 dernières fois en finale d'association. Donc, j'avais bien l'impression que les Panthers allaient planter le dernier clou là, dans leur cercueil. Mais pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis, ils se ressemblaient, les Hurricanes, hier, pendant 2 périodes, les 2 premières particulièrement, où c'était l'équipe qui dictait le rythme là, et qui était toujours l'agresseur plus que l'agressé, et puis qui étouffait un petit peu les Panthers, ce que les Panthers ont été en mesure de leur faire pendant les 3 premiers matchs de la série. Donc, pas mal plus proche de leur identité. C'est vraiment à qui est capable d'imposer son style de jeu. On dirait que c'est toujours un peu ça, là, mais on dirait que quand ces 2 équipes-là, c'est d'autant plus vrai. Et les Hurricanes qui ont, je pense, seulement retardé l'échéance. Là. Ce serait surprenant que ça se prolonge indûment, mais belle prestation hier, effectivement. Puis quelle belle acquisition que Logan Stankoven, je pense, pour eux. Là, dans le contexte, là, c'était difficile. Il y avait le dos au mur dans l'échange de Mikko Rantanen et tout. Ils étaient coincés avec cette situation-là. Ils auraient peut-être dû mieux faire leur devoir avant de faire son acquisition, on s'entend, mais
je trouve que Logan Stankoven, on dirait qu'il s'inscrit bien dans le style des Hurricanes. Ce qu'ils font, leur façon de jouer, ce qui déplaisait tant à Rantanen, là, puis c'était un canevas dans lequel il n'était pas capable de s'épanouir. Pour Stankoven, on dirait que c'est l'inverse. Alors, très gros but hier. Il se révèle de plus en plus comme un joueur de séries éliminatoires qui est présent quand ça compte aussi. Donc, je trouve qu'ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette transaction-là. Ce qui était loin d'être évident au départ. Non, complètement. Mais ça pique ma curiosité parce que je me disais un peu la même chose que sur la séquence là, du but de Stankoven. Mais veut pas... Il y a un peu... C'est ça, on a un peu sauvé les plats, là, mais tu sais, c'était mal parti, là, toute cette séquence-là là, de transactions. Mais je me disais, comment... C'est quand même rare, ou corrigez-moi si je me trompe, mais c'est rare qu'un joueur vedette arrive dans une équipe. C'est rare que le système d'une équipe est mis en cause dans une mésentente, non? Ouais, je pense que tu as raison. Mais les Hurricanes, c'est vraiment particulier, leur façon de jouer. Puis, quand tu regardes la formation, c'est pas tant que ça un groupe élite, non, je trouve. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueurs. Les Hurricanes, d'il y a 2 ans, étaient une meilleure formation sur papier que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Là. Ils ont quand même perdu l'année dernière leur deuxième duo défensif, Brady Shea et Brett Pesce, qui étaient des joueurs fondamentaux pour cette équipe-là. Au fil des années, ils en ont perdu d'autres aussi. Et puis, regarde la formation, c'est pas du tout une formation de la fine élite. Non. Ils en tirent clairement le meilleur parti, mais c'est grâce à Rod Brindamour et leur façon de jouer, tu sais. Puis, je pense que tu as peu de liberté offensive dans ce canevas-là. La structure est aussi importante offensivement que défensivement. Alors, là où, dans bien des équipes, tu vas avoir pas mal plus de liberté une fois que tu as franchi la ligne bleue adverse. Alors, visiblement, Rantanen, ça lui plaisait pas, mais c'est un exploit quand même, je trouve, ce que Rod Brindamour réussit à accomplir année après année avec cette formation-là, qui perd jamais au premier tour, qui est tout le temps au deuxième et quand même 3 fois dans les 6... Il y a une victoire maintenant. 3 fois dans les 6 dernières années, dans un carré d'as. Je veux dire, 3 fois, c'est de la régularité, c'est de la constance, c'est impressionnant. Avec une bonne équipe de hockey, mais rien de flamboyant. Moins talentueuse probablement dans cette édition-ci que celle de 2023, peut-être même que celle de 2019. Alors, c'est beaucoup leur demande. Je pense pas qu'on peut leur en demander plus. C'est pas si étonnant que les Panthers gagnent en 5 ou en 6 ou peu importe. C'est une équipe qui... Jesperi Kotkaniemi est encore le deuxième centre de cette formation-là. Là. Puis Mark Jankowski en est un autre. Puis c'est Jordan Stahl. Kotkaniemi a été rayé de l'alignement une fois, dans l'avant-dernier match. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de joueur... Après Sébastien Aho, au centre, c'est tranquille. Il n'y a pas grand monde. Stahl est encore très, très bon défensivement, mais c'est plus ce que c'était non plus. Donc, tu sais, dans l'axe, là, dans la colonne vertébrale de cette équipe-là, c'est pas impressionnant. Là. Ouais, mais j'avais cette réflexion-là hier. Je me disais, s'ils se font balayer encore avant le match, je me disais, s'ils se font balayer encore, est-ce que c'est un motif de renvoi de l'entraîneur? Tu sais, tu te fais balayer 3 fois en 6 ans quand tu arrives dans le carré d'as. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pas correct? Je comparais cette situation-là un peu au début des années 90. Il y avait les Bills de Buffalo qui avaient été battus 4 fois de suite au Super Bowl. Puis là, les gens disaient que c'était des perdants, les Bills, mais ils se rendaient 4 finales de suite. Ils se rendaient au Super Bowl, puis les gens disaient ils sont pas capables d'exécuter dans le match le plus important. Mais moi, je pense, je suis vraiment du même avis qu'Alex là-dessus. Je pense que c'est une équipe qui se rend au bout de sa corde, puis quand elle arrive en haut de la montagne, quand l'air est plus raréfié un peu, puis je regardais statistiquement, là, ça a été la même chose 2019, 2023 cette année. Ils sont dans leur parcours éliminatoire. Ils ont 3,5 buts marqués par match en moyenne dans les 2 premiers tours. Puis là, ils arrivent, puis c'est comme s'ils se faisaient scier les jambes, puis ça tombe à 1 but, 1,2 buts, 1,3 buts par match. Ils n'ont pas ce punch-là. Et je pense que l'acquisition de Rantanen, c'était l'aveu qu'ils avaient fait ce constat-là en disant, là, à un moment donné, on arrive, ça nous prend des gros gars pour marquer des buts. Puis on voit l'effet que ça a eu à Dallas. Dallas ne serait pas au 3e tour éliminatoire s'il n'y avait pas eu Rantanen, malgré le fait qu'il y avait 7-8 marqueurs de 20 buts et plus dans l'alignement. Puis tu regardes à Edmonton,
avec 2 vraies super vedettes qui produisent la différence que ça peut faire. Fait que c'est ça. C'est une équipe avec des bons joueurs, mais pas exceptionnel. Pas exceptionnel, puis qui joue au maximum de ses capacités, qui maximise ce que tu peux tirer d'un système de jeu. Puis à un moment donné, quand tu arrives dans un niveau de talent ou quand tu arrives contre des équipes qui sont capables de jouer aussi bien que toi défensivement, mais qui ont plus de capacité offensive, tu n'es plus dans le portrait. Je pense qu'on a badiné là-dessus aussi la semaine passée, mais à Toronto, la même situation à Toronto, Rick Tocchet aurait déjà été renvoyé 2 fois. Là, puis on aurait... Non, mais c'est vrai, tu sais. Alors que... Je sais pas. Non, mais façon de parler, là, je veux dire... À Toronto, moi, je pense pas... Rick Tocchet, mais... Excuse-moi, voyons... Rod Brindamour. Oui. Ouais, si Rod était... Ouais, je suis désolé. Brindamour aurait déjà été congédié. À tort, probablement, parce que tu viens de le dire, Alex, c'est un des éléments importants des succès de cette équipe-là. Peut-être qu'il aurait été congédié, mais avec la même formation, je sais pas. Les gens à Toronto connaissent le hockey quand même aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de répéter, ce qui était bon pour Toronto, de répéter toujours les mêmes erreurs, à un moment donné, il faut qu'il y ait... Sauf que c'est pas la même force de frappe. Donc peut-être qu'on demanderait plus la tête du DG incapable de lui fournir une arme de destruction massive. Mais je reste abasourdi, moi, qui a congédié Brendan Shanahan, le président, pour le faire payer. Mais tu regardes qui n'a pas fait le travail à Toronto. Là, je regardais. Non, c'est pas qu'on on joue à ça. Non. Mais je regardais qui n'a pas fait le travail à Toronto. On parlait de Draisaitl puis McDavid. Là. On se dit les Maple Leafs sont une équipe qui ont des super vedettes, donc ces gars-là devraient transporter leur équipe et les faire avancer. Draisaitl a 129 points en 88 matchs de série. Là. C'est l'équivalent d'à peu près une saison de 120 points en séries éliminatoires avec l'intensité des séries. McDavid, 42 buts, 97 passes, 139 points en 88 matchs éliminatoires. On flirte avec le... C'est des niveaux stratosphériques. C'est un peu... Bon, c'est ça, mais ce sont des super vedettes. Mais tu regardes Marner, qui a 63 points en 70 matchs éliminatoires, puis Matthews, qui a 59 points en 68 matchs. Ce qui n'est pas mauvais, mais qui est en deçà de leur production en saison. C'est pas au même niveau que les... Surtout Marner a quoi, 10 buts à peu près, je pense? Il a 13 buts. C'est ça. Matthews en a 26. Fait que tu vois pourquoi les Oilers ont eu quand même des parcours intéressants en série. Puis, si ces gars-là qui sont payés énormément, tu peux pas les entourer de façon optimale en raison du plafond salarial. Il faut qu'ils produisent en tabarouette pour que ça marche. Là. Fait que la réponse, avec le recul, avec tout ce qu'on a vu au cours des dernières années, puis c'est facile de le dire avec le temps qui a passé, mais probablement, c'est peut-être pas le directeur général, l'entraîneur ou le président qui aurait dû payer au fil des années, mais peut-être qu'on aurait... sortir les 4 gars, tu sais. C'est ça. Ou en sortir 1 ou 2, ou puis c'est très difficile à faire, des transactions avec des gars qui ont des contrats comme ça. Mais, pour Shanahan, je pense pas qu'il a été sorti de Toronto avec du goudron et des plumes en disant « T'as pas réussi! » Puis un coup de pied au derrière, là, tu sais. Ça faisait 11 ans, il y a un bilan... Il a dit, plutôt positif, mais... Il a dit, j'ai pas gagné la coupe. Ben c'est pas lui qui prend toutes les décisions. Il n'est pas passé proche non plus. C'est pas lui qui prend toutes les décisions au quotidien non plus. Non, il n'est pas passé proche. J'ai pas gagné la coupe, d'accord. Mais après 11 ans, ça prend peut-être juste... Des fois, ça prend un regard neuf aussi, tu sais. Puis je pense que l'idée de Keith Perley, c'est un peu ça. Là. C'est, regarde, moi, j'arrive. Il a pris le temps d'arriver, justement. Apparemment qu'il trouve aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à Toronto. Il y a beaucoup d'étages, beaucoup d'étapes, il y a toute une hiérarchie. L'organigramme commence à être compliqué. Il y a des branches qui partent dans toutes les directions et de ce qu'on entend, Perley voulait assainir un peu cette gestion-là, que c'est pas nécessairement tout le monde qui va garder son emploi, on trouvait qu'il y avait pas mal de monde, là. Ouais. C'est pas de la physique quantique, c'est pas de... Non, c'est ça, pas là. de la médecine nucléaire, c'est du hockey. Ça va pas à NASA, là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Tous les étages qui s'ajoutent au-dessus ou autour des directeurs généraux, là, puis les adjoints, puis les présidents, puis les vice-présidents, puis les conseillers spéciaux propriétaires, tout ça.
la meilleure façon de se perdre, c'est ça. C'est d'avoir un organigramme qui est complexe avec plusieurs gens qui là, se mettent à protéger leur emploi. On se fait des meetings juste pour se tenir au courant. C'est ça. Puis là, c'est pas clair à savoir qui a le dernier mot sur tel enjeu ou qui relève, qu'est-ce qui relève de qui. Alors, je pense qu'il y avait pas mal de ça aussi dans l'air. Il y avait beaucoup de cuisiniers dans la cuisine. Le sport, pour que ça marche, il faut que ça soit une dictature. Il faut que ça soit... T'as un chef, c'est lui qui donne la... Puis c'est le capitaine du bateau. Puis s'il dit on tourne à gauche, tout le monde tourne à gauche. Puis si à un moment donné, le capitaine se met à dire on tourne à gauche, puis tout le monde sur le bateau dit mon Dieu, on va tous mourir, bien là, ça veut dire que c'est le temps de changer de capitaine, mais il y en a un à identifier. C'est ça. C'est pas dans le sport comme dans l'entreprise en général, j'ai l'impression. Là, tu te perds toujours quand il y a trop de cuisiniers dans la cuisine. Il n'y en a pas trop, par exemple, en Caroline, de ce qu'on comprend. Non, ça, c'est pas le problème. C'est un régime minceur. Mais le propriétaire prend beaucoup de place, semble-t-il. Oui, ça, c'est un autre genre de problème. Oui, et c'est... oui, apparemment. Je me suis fait dire, on n'a jamais vu ça. Et c'était pas positif. c'était pas positif. Bon. Et les Hurricanes ont de la difficulté à attirer des joueurs autonomes et les conserver. Pour ce genre Je parle pas juste de Rantanen, Gensel l'année dernière. Ça a été le cas par le passé. Leurs infrastructures sont vieillissantes, sont vraiment pas à la fine pointe de la technologie. C'est pas un endroit où tu es traité aux petits oignons comme ailleurs dans la Ligue nationale, là où vraiment l'organisation fait tout pour te rendre la vie facile. Ça joue. Ça joue aussi. C'est pas une organisation qui est réputée comme... C'est ça, pour vraiment bien s'occuper de son monde. Alors, comment il s'appelle? Dundon. Tom Dundon. C'est ça. La première fois qu'il a fait une ronde d'entrevue pour le poste de directeur général, il y a toujours un petit groupe de directeurs généraux adjoints là, qui participent à ces entrevues-là, qui font pour obtenir des postes. Puis quand le mot s'est répandu quant au salaire qu'il offrait, qui était nettement en dessous du marché, il y a des gens qui appelaient pour dire on va laisser faire. Laissez faire l'entrevue. Je vous ferai pas perdre votre temps. On n'a pas besoin d'aller là, c'est ça. Puis on dit beaucoup que Rod Brindamour est sous-payé. Là, il a prolongé son contrat il y a quoi, 1 an ou 2. C'est un gros enjeu, oui. C'est un gros enjeu. Il profite de sa loyauté, ou il abuse un peu de sa loyauté puis de son désir de rester dans ce coin-là qui est le sien maintenant. Puis il essayait de faire augmenter ses adjoints, de faire... c'était ça l'enjeu, là. Donc, c'est ça. C'est pas... Tout ça, toute cette ambiance-là, ça aide pas à attirer des joueurs de qualité. Et est-ce que ça rend encore plus exceptionnel le fait que les Hurricanes soient encore en demi-finale et toujours vivants? Peut-être, enfin. Mais de ce que je comprends, ce n'est que partie remise pour l'élimination. Bon, un mot sur Edmonton-Dallas. On a effleuré le sujet, mais Martin, c'est les chiffres que tu as compilés à propos de McDavid et Draisaitl sont ahurissants. Écoute, si la crampe défensive des Oilers n'était pas arrivée au début de la 3e période dans le premier match, quand ils se sont fait marquer 3 buts en 5-6 minutes en désavantage numérique, cette série-là serait 3-0 en faveur des Oilers. Et c'est absolument époustouflant. Là. Les Stars, dans mon livre, c'était depuis le début de la saison une équipe qui aspirait à la Coupe Stanley, aspirant légitime, là, pas s'ils sont chanceux. Surtout la profondeur en attaque, un bon gardien, structure défensive, expérience, tu peux tout nommer. Ils sont gros, mélange de vétérans, de jeunes talentueux avec des vétérans. Et ils se font complètement dominer, à part cette période de 5 minutes-là. Oettinger, devant le filet, 842 de moyenne d'efficacité, alors que c'était un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale pendant la saison. Alors ça va être difficile pour les Stars. Moi, on dirait que les Oilers balaient leurs adversaires comme des châteaux de cartes depuis le début des séries. Ça a mal parti contre les Kings. Là, ils se sont mis à jouer. Bing, boom, bam, c'était terminé. C'est vrai qu'ils sont trop forts pour tout le monde, là, oui, à date. Les Kings, c'était la 2e meilleure défense de la Ligue nationale. Habituellement, là, il faut que tu bûches en masse pour passer à travers ça. Ils ont eu les Golden Knights qui étaient 3e en défense dans la Ligue nationale. Ils les ont battus. Ils ont réussi à les battre 3-0, 1-0. Ils ont été capables de jouer ce type de match-là. Puis là, ils arrivent contre Dallas. Puis c'est un adversaire difficile à contrer à cause de ce que je disais tantôt. Tu as 2 super vedettes
qui sont imprévisibles, qui sont capables de jouer à l'extérieur des formats, des systèmes de jeu connus contre lesquels tout le monde apprend à se défendre. Là, surtout qu'il y a de l'improvisation, ces gars-là sèment la confusion totale chez leurs adversaires. Fait que je pense que ça va être très, très dur pour les Stars de survivre à ça. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. Non, ils sont impressionnants, les Oilers. Puis tu vois, moi, ils avaient été moins en saison. Puis quand les séries ont commencé, je pensais que les Kings allaient effectivement les battre en raison de leur excellence défensive et tout ça. Puis ça avait mal commencé, mais quand ils ont trouvé le bouton la Switch, finalement, la Switch, tu nous disais, c'est pas juste un interrupteur. Eux, peut-être. Ils ont trouvé l'interrupteur. Visiblement, il n'y a aucune règle qui... Depuis ce temps-là, ils sont 10 victoires, 2 défaites contre c'est les meilleures formations de la Ligue nationale. Ouais. Deuxième, troisième et sixième meilleure défense de la Ligue. D'excellente attaque. Donc, c'est ça. C'est un peu comme un rouleau compresseur en ce moment. Ouais. Et ce qui fait la grande différence, puis on en a déjà parlé, c'est au-delà... de l'excellence ou du brio, appelez ça génie. Comme vous voulez, C'est du génie, je pense, de McDavid et de Draisaitl, c'est que leur profondeur domine la profondeur adverse. Et ça n'avait jamais été le cas avant cette année. Donc, c'est ce qui fait la grande différence. Tout ça sans leur meilleur défenseur défensif, faut-il le rappeler. Qui revient. C'est ça, dans le match numéro 4. Il devrait prendre la place de Troy Stecher. Ah! Donc, ben oui, lui. Ben oui. Alors, les Oilers sont en voiture. Ils vont être difficiles à arrêter. Stuart Skinner, quand ça va bien, ça va bien. Ouais. Quand je le regardais jouer dans le match numéro 3, puis il donnait confiance. Tu sais, des fois, il gagne, mais à chaque fois qu'il y a une rondelle qui est dirigée vers lui, tu tiens ton souffle. Dans le dernier match, il a fait face à beaucoup de chances de qualité. Ouais. Là, puis il a été solide. Ouais. Il y a 3 blanchissages à ses 5 derniers matchs. Comme Caden Primo, quand ça va bien, ça va bien. Caden, ça va très bien par le temps qui court. Oui. Un jour, il faudra je faire peut-être un épisode spécial sur la volatilité des performances des gardiens en série. Moi, il m'apparaît là, que depuis quelques années, c'est pas ce que c'est. Il y a des grands gardiens qui sont capables de grandes performances, mais une semaine donnée. C'est pas. Bobrovski est un excellent exemple de ça. Hein? Solide. Sauf quand il l'est pas. Sauf quand il... Non, puis, et ça arrive pas. Ça arrive... là, ça arrive moins, mais mettons, avant la conquête de la Coupe Stanley. Ouais. Mais Skinner est c'est pas le même exemple, mais c'est un autre exemple de ça. Il y a des équipes qui ont gagné des coupes récemment avec des gardiens de but presque qu'on connaissait très peu, alors que les grands gardiens ont eu de la difficulté. Tu parlais de Oettinger, c'est peut-être pas tant... Peut-être les résultats masquent peut-être la vraie qualité de ses performances, mais Connor Hellebuyck, c'est comme... On dirait que... Andrei Vasilevski a été le grand gardien de série pendant quelques années, là, où il perdait jamais un match ultime, puis il avait des statistiques ahurissantes. Il perdait jamais 2 matchs de suite. Il perdait jamais 2 matchs de suite non plus, c'est ça, c'était incroyable. Il était dominant. Depuis ce temps-là, c'est vrai que c'est moins le cas. Bobrovski, par contre, depuis 3 ans. L'année dernière, quand c'était 3-0, moi, c'était mon Conn Smythe, le Bob. Oui. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, c'est notre façon de faire un clin d'œil à l'embauche de Mathieu Darche qui a été annoncé, comme c'est toujours le cas, quelques heures après la fin de notre dernier enregistrement. Vous remarquerez que quelques heures après la fin de notre enregistrement, toujours beaucoup d'activités dans la Ligue nationale de hockey sur les embauches, les transactions, les affaires importantes, ces affaires-là. Alors, on a demandé, en tant que DG des Islanders, le premier geste de Mathieu Darche sera... Sur Facebook, Louis-Éric, d'obliger le port de la barbe à tous ses joueurs. Jonathan, envoyer ses meilleurs éléments à Montréal pour mieux reconstruire. Ça, c'est 2 réponses qui résument un peu la majorité. Régis, faire signer Mitch Marner comme agent libre.
Patrick, d'essayer de re-signer Dobson dans le registre des affaires... Marner, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faudra voir, mais dans le registre des affaires plus sérieuses. Oui, tu fais une moue. Là, ça m'étonnerait que Mitch Marner... ça serait pas comme la vengeance. Choisisse les Highlanders de New York. Moi aussi. Mais tu sais, ce serait comme le Tavares inverse. Le Tavares, le reverse Tavares. Christian, rajeunir l'équipe. Mike, d'aller chercher Tavares, ça aurait plus d'allure? Un retour de Tavares? Je pense pas non plus. Non plus. Et sinon, sur le Graham, Monstre de Chila, faire l'échange qui nous donnera le spécial Godino. Donc, l'aîné Horvat Demidov. Il y avait beaucoup d'envoyés Bo-Horvat ou Borvat à Montréal. Puis, une petite dernière sur le Tube. Mike, ramener l'uniforme Fisherman pour de bon. Mais il y avait quelques bonnes blagues, là, comme allumer son ordinateur. Ça te parle. C'était très, très bon. Non, mais enfin, on en parlait la semaine passée. Il y avait cette idée-là que Mathieu Darche mette enfin la main sur un poste de DG. Tout le monde trouvait que c'était content pour lui idée. Parce que c'était comme le gars que tout le monde appelait mais ne choisissait jamais. Puis ça, c'est pas une bonne réputation à avoir. Alors, content pour lui. Ça fait 4 DG québécois dans la Ligue. Il y a un petit fin finot qui me disait 5 avec Stan Bowman. Il est né à Montréal. À Montréal, c'est où? C'est au Québec. C'est au Québec. Oui. Je sais pas, Stan Bowman, s'il a vécu longtemps au Québec. Est-ce que Stan Bowman se considère comme québécois? Je pense que Stan a surtout grandi à Buffalo. Si on vite, là, ça aurait de l'allure. Ouais. Je sais pas si Stan sera nommé un jour personnage historique québécois. Parce que Scotty a quitté le Canadien en 1979, après la 4e Coupe. Il est né en 73. Bon, quand même. Il avait passé quelques années. Puis après ça, ils se sont installés à Buffalo, puis ils ont beaucoup aimé Buffalo. Même quand Scotty dirigeait les Penguins de Pittsburgh, il vivait encore à Buffalo. La famille est encore à Buffalo. Donc, c'est ça. Alors, c'est un grand New-Yorkais. Il y a des chances qu'il se considère comme New-Yorkais. Oui. Mais il est au Québec, à Montréal. Pensez-vous que Darche, Patrick Roy, ça va marcher? Ça peut marcher? Je pense que ça peut marcher. Évidemment, là, c'est de la pure... J'ai pas c'est de la spéculation. J'ai pas une opinion très tranchée là-dessus. Je pense que c'est possible que ça marche. C'est peut-être plus possible ça que le tandem encore là Bergevin-Roy, qu'on n'aura pas, là, mais... Oui, je vois plus... on verra, écoute, c'est très, très difficile à dire. Puis souvenez-vous... Il commence... il va avoir, j'imagine qu'il va vouloir rajeunir son équipe, qu'il va vouloir vraiment compter sur un des départements de recrutement les plus efficaces de la Ligue nationale et tout ça. Il y a beaucoup de choses à construire, mais tu arrives comme nouveau directeur général avec la mission de bâtir une équipe. Tu as le premier choix en partant. Il y a 2 choix de repêchage, deux choix de premier tour la saison prochaine. Probablement, mais avec l'échange de Brock Nelson, puis... je peux te vérifier ça, Martin. Là, si tu me donnes... Vérification en direct. Ça nous prendrait un thème pour ça, je pense. Oui, c'est vrai. On en fait souvent. Il n'est pas mal positionné. Il y a 2 choix de premier tour l'an prochain. En 2026. Il y a des vétérans qui ont une certaine valeur. C'est ça, c'est dans la... C'est un beau défi. Est-ce que les Capitals étaient plus mal pris que ça quand ils ont renouvelé à la volée? C'est une bonne question. Je pense qu'ils étaient ça plus demande mal réflexion. Pris. Non? Ils étaient peut-être plus mal pris. C'était pas la même affaire. Les Capitals, c'était vraiment comme une équipe vieillissante. Il y avait la plus vieille équipe. Ou exact, l'une des plus vieilles équipes de la Ligue. Puis très peu d'espoir dans leur pépinière. Puis pas de jeunes dans leur... finalement, oui, Connor McMichael était là, c'est révélé. Alexei Protas était là, c'est révélé. Ils ont eu, je ne vais pas dire des coups du sort, là, de la bonne fortune, parce que ce sont quand même eux qui les ont repêchés, mais on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils deviennent des joueurs d'impact, puis c'est ce qu'ils sont devenus. Alors, il n'y avait pas de Noah Dobson. C'est ça. Non, il n'y avait pas de... un bon défenseur. Là, tu vas en avoir deux. Tu as un gardien qui est quand même potable. Un des meilleurs de la Ligue, Sorokin. Oui. C'est ça, là. C'est une bonne c'est pour ça qu'on a bien hâte... Il ne part pas avec une claque et une bottine. Non, j'ai bien hâte de savoir ça va être quoi la stratégie. Là, je pense pas qu'on parle de reconstruction à tout vent ici. Là. Ça va peut-être être plus un réusinage. Ah, c'est beau, ça. Une réinitialisation sur le vol. Sur le vol. En plein vol. En plein vol. Non, mais ils ont commencé un peu
Lou a commencé un petit peu l'année dernière, en tout cas avec la saison qui se termine. L'échange de Brock Nelson leur a donné Callum Ritchie, qui était le seul espoir de grande qualité de l'Avalanche du Colorado, qui débarque à Long Island et qui, lui, est pas mal ce qu'on appelle un blue chip. Là. Ça va faire un joueur de la Ligue nationale. Un choix de premier tour en plus de ça. Là, Pour Brock Nelson? Oui, Callum Ritchie et un choix de premier tour. Donc, ça a été ça. cher payé, mais ça a été un bon coup de Lou. Puis, à l'inverse, la bonne fortune qui leur a souri. Alors, effectivement, ils ne sont pas si mal pris que ça. C'est pour ça que dans le contexte, j'ai bien hâte de voir, quand on va en connaître un petit peu plus sur la stratégie que Darche va vouloir adopter, parce que... Il va parler aux médias juste après qu'on ait fini d'enregistrer. Dans ce contexte-là, non, c'est jeudi. Borvat, peut-être que tu veux le garder pour encadrer aussi, pour participer à ta relance. Là. Même si tu sais que le jour où tu vas être très compétitif, lui, il sera probablement plus, mais il va assurer la transition, un peu comme ce que certains vétérans ont fait à Montréal. Êtes-vous capable d'imaginer ça dans le contexte montréalais, un directeur général dont l'annonce est officialisée un vendredi et qui rencontre les médias juste 6 jours plus tard? Difficile. C'est quand même particulier. Ça aurait tapé. On aurait chialé, je peux te dire ça, Martin. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Là. Ouais, mais les rédactions sportives à New York... ils ont d'autres choses. Les Knicks sont en demi-finale de la NBA. Tant qu'il y a une accalmie dans le marché new-yorkais pour faire tes conférences de presse, t'en feras jamais. Non, jamais. Finalement, il n'a jamais parlé aux médias. Écoute, il y avait toujours de quoi. Les Yankees jouent à tous les jours. Des fois, 2 fois dans la même journée. Bon sang. Non, mais ça reste... C'est ça, je pense que ça reste un beau défi. J'allais dire, on se souviendra quand André Tourigny avait été embauché comme entraîneur à Phoenix. À l'époque, on se disait... oui, c'est une opportunité pour un gars du Québec, mais ça avait l'air larvé un peu comme situation là-bas. On savait pas que ça allait se passer comme ça. Mais c'est pas le cas là, à Long Island. Je pense que c'est un beau défi, puis qu'enfin, Darche va avoir une belle occasion là, de montrer ce qu'il... Je trouve que c'est une histoire fascinante. Mathieu, moi, je l'ai connu... C'était un joueur de la Ligue américaine là, qui n'avait pas de poste dans la Ligue nationale, qui jouait de façon sporadique dans la Ligue nationale. J'étais là au camp d'entraînement du Lightning quand il a finalement réussi à percer l'alignement. Là, il arrivait à... Fin vingtaine. Fin vingtaine, certainement. Il était en fin vingtaine et il y avait eu une saison incroyable dans la Ligue américaine, si ma mémoire est bonne. Il jouait avec Logan Couture dans la Ligue américaine, dans l'organisation des Sharks. Il avait frôlé les 50 buts ou quelque chose du genre. Joe Pavelski. Avec Joe Pavelski qui jouait, c'est ça? Il y a eu Pavelski un peu, oui. C'est avec Joe Pavelski. Et c'est ça, donc il a réussi à se tailler une place dans la Ligue nationale en jouant pour John Tortorella. Tortorella a beaucoup de défauts, mais il est capable de dire, écoute, quand même si tu viens de nulle part, que personne ne te connaît, que tu n'as pas de contrat, si tu joues mieux que le gars qui a un contrat, c'est le gars qui a un contrat qui va partir. Il est capable de... La méritocratie. C'est ça. Ouais. Et parce que la méritocratie a été appliquée, il a joué à Tampa, il est revenu dans l'organisation... du Canadien par la suite. Il a joué dans la Ligue américaine. Puis là, finalement, il a réussi à se tailler un poste avec le Canadien, terminer sa carrière. Il a travaillé dans une méga entreprise de transport. Après ça, il était responsable de la logistique. Là, c'était vraiment un poste avec des responsabilités énormes. Il s'est impliqué dans le hockey mineur au Québec. Il a été président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire au moment où le hockey scolaire était hors la loi au Québec. La fédération la fédération combattait ça. Et lui et Martin Saint-Louis avaient été nommés comme coprésident d'honneur de la Ligue de hockey préparatoire scolaire pour donner leur appui au hockey scolaire. Des gars issus du hockey universitaire. Et il est passé de président de la Ligue de hockey préparatoire scolaire il était au développement. Au développement, aux opérations hockey. Il est gradué dans la Ligue nationale directement. Donc, c'est tout un cheminement. C'est un gars brillant. Vas-y. Mais Julien l'a connu avec les Bulldogs, j'imagine. Oui, c'est là que c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, Darche s'est établi. Il y avait eu quelques matchs. On lui avait donné quelques matchs là, au fil de sa carrière dans la Ligue nationale, mais c'était jamais établi. Puis, sa première saison complète, c'est 2007-2008.
Il avait 30 ans. Il allait avoir 31 ans il a eu 31 ans au mois de novembre de sa première saison dans la Ligue nationale. Là. C'est quand même impressionnant. Comme quoi, les jeunes, il ne faut jamais abandonner. Et à ce camp d'entraînement-là, je me souviens, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui couvrent le Lightning ou qui couvraient le Lightning à l'époque. Et ça faisait 2 ou 3 ans consécutifs. Ça faisait quelques saisons que j'allais au camp d'entraînement du Lightning. Et j'avais demandé, après le premier ou deuxième match préparatoire, j'avais demandé à Tortorella, qu'est-ce que tu as pensé de Darche? Puis là, il était sorti comme... Quand un interlocuteur se tourne vers toi, puis il s'était mis à me ramasser en disant, voyons donc, c'est quoi cette question-là? Ces gars-là, c'est des joueurs de soutien, ils sont là pour... Ils sont là pour participer au camp, puis tout ça. C'est des joueurs d'organisation. On est dans le camp de la Ligue nationale, c'est ça. Puis j'ai dit, ben écoute, tu peux dire ça, mais ça a été un de tes 3 meilleurs joueurs sur la glace aujourd'hui. Je trouve ça justifié de poser une question. Puis ça, c'était au tout début du camp. Puis finalement, il est resté. Il a fait l'équipe. Fait que c'est quand même... fait que c'est tout un accomplissement. C'est un gars qui a été très persévérant, qui n'a pas pris des sentiers, qui n'a pas pris le sentier habituel pour se rendre comme joueur et qui n'a pas pris le sentier habituel non plus pour se rendre dans une équipe de direction. Ouais. C'est ça. Donc, j'allais conclure en disant que ça s'annonce comme un beau défi. C'est une belle opportunité. Ouais. Puis Pierre-Luc Dubois disait de Tortorella, je pense à son deuxième camp d'entraînement, Tortorella, il ne savait pas c'était qui, puis c'est un 3e choix au total de l'organisation. Puis il ne jouait pas dans le camp, puis tout ça. Puis je pense que Pierre-Luc était allé le voir. Puis... Il s'était pogné avec. Ouais, ben, il était allé le voir plus tard dans la vie en lui disant donne-moi plus de temps de glace. Mais avant ça, tu sais, pourquoi j'ai pas de match préparatoire ou pourquoi. Puis le Tortorella, comme je sais pas t'es qui. Puis je te vois pas sur la glace. Fait que je te donnerai rien. Si tu veux que je te donne quelque chose, il faut que je te vois. Faut que tu me donnes une raison de... C'était le 3e choix de l'organisation. Il venait juste de le repêcher. Ouais. Puis finalement, c'est là que les choses ont changé pour Pierre-Luc. Là. Mais c'est ça, ça donne un bon aperçu de la personnalité du bonhomme. Hey, on fait un petit... on conclut là-dessus. On a parlé du cheminement de Darche et de ses années dans la Ligue américaine. T'étais là dans la Ligue américaine, toi, Gascon, dimanche dernier? Vendredi, c'est ça que je disais. Vendredi Encore soir. Une fois, précis, toujours précis. C'était ce fameux match où les Americans ont bousculé le Rocket avant que le Rocket de Triomphe n'atteigne la finale d'association. Oui. Oui, l'association. Oui, finale demi-finaliste. Oui, demi-finale. Puis, comment t'as trouvé ça? Ben, ils en ont mangé une sincère quand j'étais là. Ouais. C'était pas... mais j'ai beaucoup aimé parce que le grand débat, c'était à savoir qui de Jacob Fowler ou Caden Primo allait obtenir initié ici même. Le filet. Non. Et tout indiquait que ce soit Caden Primo, même s'il y avait un système d'alternance dans les séries depuis le début. Là, Primo avait été partant pour le premier et le 3e match. Il avait très bien fait gagner ses 2 rencontres contre les Americans. Fowler avait été pas mal plus chancelant dans le 2e match, avait perdu. Alors, pour le 4e, alors que tu as l'occasion d'éliminer l'adversaire et tout, on me posait la question à Pascal Vincent le matin même. Personne, évidemment, n'a pas dévoilé son jeu. Mais il nous disait un peu comme, tu sais, l'alternance. On avait un plan pour les 3 premiers matchs de la série. Là, on est rendu au 4e. L'alternance, oui, on y croit, puis c'était bien, mais ça veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Fait que c'est comme s'il nous laissait croire que ça allait être Caden Primo, puis finalement, quelle ne fut pas notre surprise de voir Fowler devant le filet. Ça a été difficile pour lui. Il y a peut-être 2 buts là, au moins qu'il aimerait revoir, on va dire comme ça. L'expression consacrer le vœu, oui. Exact. Et, mais après le match, il y a eu une réflexion super intéressante. Fowler? Non, parce que Fowler qui s'est fait sortir de la rencontre. Il n'a pas réfléchi. Non, mais il a sûrement réfléchi. Tu comprendras, Alexandre, qu'on a demandé à lui parler, mais qu'il ne nous a pas été présenté dans le vestiaire. C'est pour ça que j'étais... Alors, Pascal Vincent a une réflexion intéressante, à savoir, en disant, le développement, c'est pas juste quand ça te tente. C'était un peu ça, c'est pas juste quand ça fait ton affaire. C'était ça la phrase. Le développement, c'est pas juste quand ça fait ton affaire. Puis là, il a ramené tout le monde à l'ordre en disant, mais la Ligue américaine, c'est une ligue de développement. Puis c'est bien qu'on soit en quart de finale, puis c'est très bien qu'on ait l'occasion de se rendre en demi, parce que justement, on veut voir nos jeunes dans ces situations-là. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Et là, l'idée de juste, oui, mais le Rocket a une chance d'éliminer l'adversaire puis de passer en demi-finale, c'est vrai,
parce que ça te permet d'avoir d'autres matchs significatifs qui vont servir à tes jeunes, mais en même temps, il faut que tu vois ce gars-là dans ces situations-là. T'sais. Fowler est venu ici pour jouer au hockey, puis le développement, c'est pas juste quand ça fait ton affaire. C'est ça qu'il nous a dit. C'était très bien envoyé, c'était très franc aussi. Là. J'adore ça, parler avec Pascal Vincent, c'est vraiment agréable, mais même, pas juste off the record, là, même aussi quand les micros sont allumés, ils donnent vraiment l'heure juste, puis c'est très apprécié. Et vous savez qu'il y a des entraîneurs qui dirigent des enfants de 11 ans et 12 ans qui ne sont pas capables d'appliquer ça. Ils disent, on est en séries éliminatoires. Là, on est en tournoi. Ouais. Puis là, moi, je t'ai donné des exemples de baseball l'année dernière. Ça arrive à tous les niveaux. C'est épouvantable. Ils appliquent ça dans la Ligue américaine. Puis dans la Ligue américaine, il dit, c'est une belle leçon. Ouais. Il dit, le développement, c'est pas juste quand ça fait ton affaire, c'est tout le temps jusqu'à ce que tu sois rendu au plus haut niveau. Alors, il savait que s'il perdait, il y avait une autre chance de revenir avec Primo dans le 5e match. C'est ce qui s'est passé. Primo est dominant dans la Ligue américaine. Je pense que ces preuves-là ne sont plus à faire. Et ça va donner l'occasion à l'organisation du Canadien de voir les jeunes, le développement, de voir leur développement dans d'autres matchs importants et significatifs. Et il faut s'attendre que ces gars-là soient placés dans des situations pour apprendre. Dans cette situation-là, d'un match numéro 4 qui allait mal, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention? Ben, ça a été une part. Mailloux a été lamentable. C'était dommage parce que. Ce sont ces séries. Oui, et de l'aveu de tout le monde, il jouait son meilleur hockey en série. Puis il a été mauvais, là. Mais tu as vu que dans le match numéro 5, il a gardé ça simple. Il est revenu. Aucune montée à l'emporte-pièce. C'était juste comme, là, je vais faire mon travail parce que ça a été particulièrement difficile. Puis j'avais posé la question à Pascal justement après, puis il a dit, il n'a pas été bon. Au micro. Alors, ça aussi, on n'entend pas ça si souvent. Mais tout en balançant, en disant, c'est vrai qu'actuellement, c'était pas mal. C'est la meilleure version de Logan Mailloux que j'ai vue jusqu'à présent. C'était un mauvais match. C'est encore un peu ça, Logan Mailloux. Des erreurs bêtes, un peu de nonchalance dans sa zone, une petite passe du revers. Tu es à ta ligne bleue adverse, une petite passe du revers soulevée, molle, sans trop regarder à ton autre défenseur. La passe est coupée, méga chance de marquer. Voyons, pas longtemps après, un autre revirement dans sa zone qui mène directement au deuxième but, alors que le Rocket avait plutôt bien commencé. C'était juste 1-0. Tu t'en fais planter un deuxième pas longtemps après. Ça scie les jambes un petit peu. C'était directement de sa faute. Mais c'est ça, Logan Mailloux, il a encore pas mal d'inconstance. Est-ce qu'il va être capable de régler ça? Est-ce qu'il va être capable d'épurer ces lacunes défensives-là qui refont surface sporadiquement? C'est vraiment son grand défi. S'il y parvient, ça va être un joueur de la Ligue nationale. Sinon, ça va être un petit peu plus difficile. Mais ça lui donne l'occasion de poursuivre, de démontrer ce qu'il sait faire en demi-finale. Alors, je dirais que c'est ça qui a retenu mon attention pas mal. Joshua Roy est excellent. C'était le générateur offensif, le moteur offensif dans cette rencontre-là. Ça s'est poursuivi dans le 5e match sur une bonne séquence, Joshua, en ce moment. Alors, on lui souhaite d'être à son affaire puis de se donner une chance. Oui, c'est ça. Ils sont quelques-uns à pouvoir se donner une chance dans ces séries. Puis ça va se poursuivre. Ça reprend mercredi et jeudi soir. Voilà qui est bien. Ce sera ça. Je pense que c'est suffisant. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Ça fut un plaisir, messieurs, encore une fois. Et Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la réalisation de Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.